Salut, je m'appelle Eve et aujourd'hui je vous présente ma série d'interviews liées au froid. J'ai tourné ces interviews pour aller à la rencontre de personnes qui ont une expérience liée au froid. Et j'ai tourné ces interviews en prévision de ma propre expédition qui aura lieu mi-février dans le nord de la Finlande et la Norvège. Pour me donner du grain à moudre, éventuellement des conseils, de l'inspiration surtout. Je vous laisse découvrir ma troisième invitée. Interview Eve, clap première. C'est parti. Bonjour Lou. Salut Eve, ravi d'enfin t'entendre en live quand même. Bah oui, même si on se filme mais on n'a pas l'image interposée. Tu es où là aujourd'hui? Là je suis en Bretagne dans le gris et la pluie par intermittence. Ouais, je suis dans le Nord Finistère là. Et voilà, moi je suis dans le Trièves. Bah ça faisait un peu loin pour se retrouver, non? D'autant que moi j'ai des choses à faire encore ici, que je pourrais partir de Bretagne que mi-janvier. Et que moi, mi-janvier, bah je serai juste avant le départ de l'expédition. Et tu vas aller où? Je vais au nord de la Finlande, Ouah, vers Inari là-haut? même plus haut. C'est l'extrême nord de la Finlande et après tu passes en Norvège. Ok, je vois, tu vas chez les Samis quoi. Ouais. Oh là là, Vénarde. C'était mon rêve quand j'avais mes chiens de traîneau ça. Est-ce que tu peux te présenter et puis après présenter peut-être plus ton rapport au froid et ce que tu as fait avec les chiens de traîneau où tu travaillais, tout ça. Alors moi, mon nom de scène, c'est Lou Kalena, parce que je suis musicienne en fait. Mais avant tout ça, mon vrai prénom, c'est Geneviève, et j'étais donc musher amateur, musheuse, ce qui signifie que je conduisais des attelages de chiens de traîneau avec mes propres chiens. Parce que mon objectif, c'était justement pas de les faire travailler, parce que voilà, moi faire travailler des animaux, c'était pas mon truc, c'est pas mon délire. Je respecte trop les animaux pour ça, mais par contre, faire du traîneau avec eux, faut savoir que c'est vraiment un truc qui leur fait tellement plaisir. Ils sont tellement heureux de faire un truc tous ensemble. Et avec toi, le chef de meute, en fait, parce que t'es leur chef, en fait. Et ça, c'était vraiment un vrai bonheur. Et ce que j'ai fait, moi, en tant que meucheuse amateur, je suis souvent allé dans le Jura, dormir avec eux dans la neige. Je campais. J'y allais un mois par an, en hiver, en février en général. Et je dormais dans la neige avec eux, pour être avec eux. Ah ouais, trop bien. Donc c'était à l'époque où dans le Jura il y avait de la neige. Exactement, on va dire ça, parce que ça a bien changé. Surtout que le Jura, il n'est pas très très haut, on le sait, à part quelques sommets, mais voilà, c'est un des premiers à souffrir du manque de neige. Mais par contre, oui, j'ai dormi par -20, -25, ça m'est arrivé de dormir dehors, ouais. Ça paraît incroyable maintenant. Ah oui, dans le Jura, oui, je pense que maintenant c'est incroyable. Mais je vais y retourner parce que là, je viens justement d'acheter une autre tente. En fait, je le faisais plus parce que j'ai des problèmes d'apnée du sommeil. Et que il faut de l'électricité pour faire marcher la machine la nuit. Et que je suis allé dans des campings, dans le Jura, si tu veux, mais c'est pas pareil. Et là, maintenant qu'il y a des batteries nomades, je vais retourner camper dehors, ça c'est sûr. Et quand tu dis tu dormais dehors, t'avais quand même une tente. Alors, il m'est arrivé de dormir dans une bâche, mais c'était pas vraiment un choix ce jour-là, mais ça m'est arrivé, c'est une expérience, hein, je peux te dire. Mais oui, je dormais dans une tente que j'avais fait venir à l'époque, parce que c'était pas du tout la mode de dormir dans la neige à l'époque, hein. À part les locaux qui faisaient du chien de traîneau, il y avait personne qui dormait dans la neige, c'était pas du tout le mode, il y avait pas les réseaux pour en parler. Et donc, j'étais dans les pionnières à aller me mettre les fesses dans la neige pour dormir dans une tente que j'avais fait venir d'Alaska, avec un poêle à bois dedans. Et donc, elle s'appelle, toi qui parles anglais, tu vas vite comprendre ce que ça veut dire. Arctic Tent Stoven, je crois, un truc comme ça. Stoven Tent. Oui, parce qu'à l'intérieur, il faisait tellement chaud avec le poêle à bois, je montais à 33 degrés des fois. Et j'avais moins 20 dehors et 33 dedans. Je peux te dire que c'est difficile à gérer. Ah ouais, c'était plus que sauna. J'étais obligé d'entrouvrir la porte de la tente pour faire entrer un peu d'air, sinon c'était mouru. Mais bon, c'est une tente de l'armée alaskane prévue pour que les mecs ils aient jamais froid. Oui, d'accord. Mais du coup, c'est plus une tente de camp de base que tu laisses. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est pas une tente de bivouac, celle-ci. Et là, ce qui me manquait, c'était justement une tente de bivouac, et je viens juste d'en trouver une. Enfin, j'ai trouvé un tchoum. Tu sais ce que c'est qu'un tchoum, j'imagine? Non. C'est un tipi, en fait, mais en fait, la base du tipi, c'est en Sibérie que ça a commencé, les tipis. Les gens habitent dans des tchoums en pot, dans lesquels ils faisaient du feu à l'époque. Maintenant, ils mettent des poêles à bois. Et en fait, quand ils ont migré vers les États-Unis, enfin l'Amérique plutôt à l'époque, on appelait ça après un tipi. Mais c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Et moi, je rêvais d'une tente. Je me disais, pourquoi ils font pas une petite tente comme ça qu'on peut se prendre sous le bras pour aller dormir n'importe où et pouvoir faire du feu dedans? Eh bien, ça y est, je l'ai reçu il y a 2 jours. Et donc tu vas aller la tester là en janvier.
dans le Jura. Bah, j'aimerais bien aller la tester dans la neige, ouais, ouais, bien sûr, ça me manque de pas dormir dans la neige, ça me manque, c'est terrible. C'est con, hein, parce que les gens, ils te regardent avec des yeux effarés en te disant, mais t'es complètement siphonné, toi. Bah, ouais, sûrement un peu, sans doute. Justement, qu'est-ce que tu vas chercher dans le froid? Finalement, est-ce que tu as réussi à mettre un nom sur ce qui te plaît, des mots, ouais? Ouais, ouais, complètement. Moi, j'ai toujours aimé la neige, depuis toute petite. Je suis né un jour de neige, je suis né l'hiver 62. Il faisait très froid, alors je sais pas si c'est ça qui m'a tapé sur le ciboulot. En fait, ce que je vais chercher dans la neige, c'est la même chose que ce que je vais chercher l'été dans les torrents bien frais, bien glacés. Quand je me mets les pieds dedans et que je m'arrose avec de l'eau, le haut du corps, le visage, la tête, c'est de se sentir vivant, tu vois, c'est de se sentir exister, de se sentir ton corps dans une... Alors on n'est pas encore dans la douleur parce qu'on n'est pas débile, mais on est à la limite quand même. On est à la limite de la douleur et tu te sens exister, quoi. Tu te sens vivant et ça fait un bien, mais c'est vivifiant, c'est fou, quoi. Faut le vivre pour le comprendre, ça, je crois. Mais toi, tu sais, parce que j'ai vu que tu as dormi déjà dans le froid. Ouais, il faut le vivre. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait vivre pour vraiment sentir ce côté bah ouais, j'existe, je suis vivant sur cette terre et je sais pas ce que j'ai à y faire, mais là, je sens que je suis bien vivante, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je vois bien. Je pense que c'est ça, en fait, que je cherche et que j'ai besoin de retrouver et de recontacter. Mais comme j'ai été équipé d'une machine à apnée il y a à peu près 13 ans, bah depuis, j'ai beaucoup de mal à recontacter ce truc-là, si ce n'est, ouais, je suis allé dans le Jura, dans un camping, ce qu'ils appellent un caravanège. Bah, bien sûr, j'ai mis mes fesses dans la neige, mais j'étais obligé de demander de l'électricité. J'avais ma tente de camp de base, et bah, c'est sympa, mais c'est pas dans la nature, quoi, tu vois. Oui, oui, t'es quand même entouré de... Bah oui, il y a des caravanes et des camping-cars autour, il y a la ville pas loin, t'entends les bagnoles, enfin, je veux dire, c'est pas pareil. C'est pas la même immersion. Non, c'est ça, moi, quand je partais avec mes chiens de traîneau, et que j'allais me balader avec eux dans des endroits où il y avait zéro bruit et que tu arrêtes ton traîneau. D'abord ton traîneau, quand tu es sur ton traîneau, tu entends juste le craquement de la neige sous les patins du traîneau. Donc tu avances tout doucement et ça fait au fur et à mesure que tu avances. Et puis quand tu t'arrêtes, tu n'entends que la grosse locomotive qui est le souffle des chiens tous ensemble et le tous ensemble, tu n'entends que ça. Et tu es vraiment plongé dans la nature et quand tu passes avec ton traîneau, t'entends les paquets de neige qui tombent et t'entends plus que ça, quoi. C'est méditatif, c'est pareil, c'est des trucs, faut le vivre. C'est pareil quand tu fais du traîneau la nuit, sur la neige, et en pleine lune. Mais t'as l'impression que c'est lunaire, vraiment. T'as l'impression que t'es sur la lune. Tu vois plus les dénivelés, tu vois plus rien. Et moi, je disais à ma chienne, elle s'appelait Squaline, ma chienne de tête, et je lui disais, Squaline, alors là, t'as carte blanche parce que moi, je ne sais pas où on va. Et elle savait. Et elle savait très très bien, bien sûr. Elle m'a pas planté, hein, jamais, hein. Incroyable, hein, parce que là, il fait nuit et tu te dis, ouah, enfin, il fait nuit, non, il fait jour presque avec la lune, mais tu n'as plus les reliefs, tu vois plus les reliefs. Par contre, tu les ressens, mais tu as intérêt à être très souple sur tes genoux et à te laisser aller avec le traîneau, parce que tu sais pas quand il y a une pente ou une montée, et tes genoux, c'est eux qui te disent, ah, là, on descend un peu, ah, là, on a un dévers à gauche, ah, un dévers à droite. Et c'est incroyable, c'est magique ce truc-là. Et alors quand t'es sur ton traîneau, pour qu'on ait bien l'image, t'es debout et ça fait... ça monte jusqu'où l'espèce de... le haut du traîneau? Le haut du traîneau, il t'arrive à peu près au milieu d'abdomen. Tu as les mains dessus comme tu aurais un vélo devant toi, en fait, ou un caddie de supermarché. Et t'as pas froid? Parce que j'imagine qu'avec le vent... Non, non, quand tu fais du traîneau, t'as pas froid. Alors déjà, moi, je mets jamais de gants parce que j'ai une nature comme ça, j'ai toujours très chaud aux mains. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, j'ai toujours très très chaud aux mains. C'est très rare que je mette des gants. Ou alors, ce sera pour éviter des engelures, en fait, en général. Mais sinon, je suis pas à l'aise avec des gants. Bah, j'en ai quand même une paire, bien sûr, avec moi, on sait jamais. Mais ouais, j'ai emmené des gens faire du traîneau qui pleuraient tellement ils avaient froid aux mains parce qu'ils avaient oublié leurs gants, hein. Ouais, pleurer. Moi non. Bah t'as pas froid parce que t'es en action, t'es avec tes chiens. C'est pas les chiens qui tirent et toi tu fais. C'est pas un moteur en fait. C'est pas comme un motoneige où tu appuies sur le machin et on avance. Là ouais, je me suis pelé. Au Canada, quand j'ai fait ça, j'ai eu froid, hein. Mais par contre, là, t'es avec tes chiens, tu montes dans les côtes, tu pousses, hein, tu les aides. Sinon, c'est dégueulasse. Enfin, moi, j'ai eu des gens dans mon traîneau qui voulaient pas bouger leur cul. J'avais qu'une envie, c'est de les attraper par le col et puis de les dégager, quoi, de leur dire, bah non, c'est des animaux, c'est pas un moteur, quoi. Est-ce que tu t'es retrouvé un jour dans la neige ou le froid et où là t'as eu froid mais c'était pas prévu? Où tu t'es fait avoir quoi? Ouais, je me suis un peu fait avoir une fois, justement. J'avais été dans un gîte et je devais dormir dans le gîte normalement et laisser mes chiens à la stakeout dehors, donc sur un filin, si tu veux. Ce qu'on appelle la stakeout, c'est un filin avec des petits filins accrochés régulièrement pour accrocher tes chiens.
Et puis il y a un mec musher qui est arrivé là en me disant ouais c'est la place à mes chiens, nanana. J'ai dit ah bon bah ok. Elle me dit t'as qu'à te foutre dans le sous-bois. Donc là je me mets dans le sous-bois, je descends, donc il fallait être en contrebas. On venait de nous dire qu'il y avait un gros sanglier, un solitaire qui se baladait tout seul. Et donc je connais pas bien les comportements des sangliers, mais je me suis dit putain mes chiens ils sont attachés, ils ont aucun moyen de se défendre si le mec il arrive quoi. Et donc, j'ai pris une bâche, je suis descendu dans le sous-bois avec mon duvet. Alors moi, il faut savoir que j'ai un duvet -50 de chez Valandré. Je sais pas si tu connais la marque. Est-ce que c'est le Thor Tornéo? Oui. Ah bah c'est lui que je viens d'investir avec celui-là. Et moi, je l'ai acheté en 2000. Je te parle de ça en 2001, quand j'ai commencé le traîneau. Parce que je suis une vieille madame de 63 ans, moi, quand même. Hein. Et en fait, avec ce duvet-là, je n'ai jamais eu froid, sauf cette nuit-là. Parce que le mec qui m'a dit c'est ma place de mes chiens, il a quand même eu la gentillesse de me prêter une peau de phoque. Mais la peau de phoque était, je pense que c'était une peau de phoque d'été, parce qu'elle était très fine. Et donc j'ai mis une bâche, mais une bâche, quand je te dis une bâche, c'est une bâche de Leroy Merlin, quoi, hein, une bâche de jardin, hein, que j'avais avec moi. Et j'ai foutu ça par terre, et je me suis mis avec mes chiens. J'ai fait comme une espèce de, comme tu fais un peu avec tes tarpes, une espèce de tunnel, quoi, on va dire, que j'ai accroché plus ou moins mal, enfin bref. Et je me suis collé là, et j'ai essayé de dormir, mais je crois que j'ai passé la plus mauvaise nuit de ma vie. Mon chef de meute, qui était à côté de moi, il est venu se blottir contre moi, genre, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais je lui disais, ben on s'est fait virer, mon chouchou, on va essayer de dormir, puis demain on se casse. Et puis on a dormi là, mais vraiment, non, là j'ai eu froid parce que j'étais pas préparé, parce que bah, j'ai pas fait de feu. Enfin, voilà, on venait de manger dans le gîte d'à côté, qui était en pleine nature. C'est un gîte en pleine nature, où ne viennent que les mecs qui font du chien de traîneau et les randonneurs à pied. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, on peut pas approcher. Hein. Et puis ben il y avait rien, et du coup je me suis dit, je vais pas rentrer maintenant toute seule avec mes chiens. Et du coup, j'ai dormi là. Ben, ça, c'était une nuit pas cool, non? Ah ouais. Et t'avais pas de matelas du coup? Parce que du coup j'imagine que tout le froid il montait du sol. Eh ben, exactement. Et moi, je n'avais rien, puisque j'avais prévu de dormir dans le gîte, sur le canapé. Et moi, quand j'ai vu mes chiens tout seuls dehors, avec le danger d'un solitaire qui se promenait et que je savais pas du tout comment ça allait se passer, eh ben, j'ai dit non, moi, je dors avec mes chiens. Bon, j'en ai chié, mais j'ai dormi avec mes chiens, il s'est rien passé. De toute façon, j'aurais pas mieux dormi au chaud, hein, parce que j'aurais été inquiète. La première fois où tu t'es dit tiens je vais aller faire du chien de traîneau, quelqu'un enfin t'en avais déjà fait avec quelqu'un? Comment ça t'est venu? En fait, si tu regardes bien, ce qu'on fait quand on est adulte, ça correspond à des rêves qu'on avait quand on était petit. Surtout ce type de projet qui semble complètement délirant à plein de gens. Moi, c'est pour ça que je te suis, parce que je me dis, elle est aussi folle que moi, cette nana. Et je suis tellement contente de voir qu'il y a des jeunes qui sont aussi fous que moi, ça me fait plaisir, quoi, tu vois. Et en fait, non, quand j'étais jeune, mes parents, mon père surtout, il était très érudit, il s'intéressait à plein de choses. Et on était en région parisienne à l'époque, et au Palais de la Découverte, il passait une fois par mois des documentaires. Ça n'existait pas encore à la télévision, parce que la télévision débarquait, moi, dans ma jeunesse. Hein. Et tous les mois, il y avait des reportages. Alors, ça pouvait être sur les pyramides d'Égypte, sur les cailloux en Grèce, les ruines, sur les atomes. Ça pouvait être sur n'importe quoi. Et moi, je suis tombée amoureuse de tous les reportages de Paul-Émile Victor. Parce que dans ma tête, déjà, je me disais, oh, il y a des pays où il y a de la neige tout le temps. Alors là, j'ai kiffé, mais grave. Et je le voyais avec ses chiens de traîneau. Et je me disais, waouh, la chance qu'il a, quoi, ce gars, la chance qu'il a. Un jour, je suis parti au Canada, ouais, voilà. L'arrivée d'Internet fait que j'ai rencontré des gens. Et puis, bah, j'ai rencontré une famille. Et ils m'ont emmené faire du chien de traîneau une journée. Et j'avais dit, le premier jour où je ferai du chien de traîneau, ce sera au Québec. Et ça s'est fait comme ça. J'avais recueilli entre-temps une chienne husky qui avait été pas bien traitée. Mais je pensais pas faire du chien de traîneau. Moi, je m'amusais avec elle, avec une patinette et avec le caniche que j'avais à l'époque, et on s'amusait à tirer. Sauf que bah, moi, j'y ai pris goût, et puis quand j'ai fait du traîneau, j'ai dit, ah ouais, non, mais non, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'avais un copain qui avait des chiens de traîneau, il avait eu une portée, il m'a dit, si tu veux, je t'en lâche deux. J'ai dit, bah vas-y, lâche-moi deux. Donc je suis parti dans le Jura avec les deux, plus mon ancienne que j'avais recueillie, Squaline donc. Et puis bah, le printemps suivant, je suis parti dans le Jura, je suis retourné dans le Jura. Donc chercher un petit mâle, païcan, qui venait de naître, et puis j'ai pris sa frangine avec, et j'ai commencé avec 5 chiens. Puis l'année suivante, bah, païcan et puis une des deux de mon pote du début, ils ont fait des bébés. Et je me suis retrouvé avec une meute de 11 chiens de traîneau
en région parisienne. Mais heureusement, on avait un grand jardin, hein, évidemment. Et puis j'allais les entraîner en forêt de Fontainebleau, entre autres. Et puis, ben, comme je voulais vraiment être avec eux, j'avais pris un boulot d'intérim. En fait, je montais des sites internet à l'époque. Et puis, ben, tous les hivers, je partais un mois et demi dans le Jura avec ma tante et que j'avais acheté mon gros duvet, mes chiens. Et j'avais acheté un camion d'occasion dans lequel j'avais mis des cages et allez, roule ma poule, les chiens, on y va. Et j'ai toujours eu ce virus, hein, même maintenant, je vois ce que j'achète. Bah, c'est des bras zéro, c'est des trucs pour faire du feu dehors. Je pense que j'ai une frustration parce que mes frangins faisaient les scouts quand j'étais petite. Et moi, ma mère, elle voulait pas me mettre aux Jeannettes. Enfin, les Jeannettes, c'est l'équivalent des scouts, mais pour les filles. Parce que j'avais un souffle au cœur et du rhumatisme articulaire aigu. Et elle me disait, il faut absolument pas que tu chopes une angine parce que tu peux en crever. Et donc, je pense que j'ai une frustration monumentale qui fait que ça m'a poursuivi toute ma vie, en fait. Et après, bah, du coup, ça a redoublé ta volonté d'être dehors. Ouais, moi j'adore être dehors. C'est pour ça que je vis dans un camion en fait, parce que bah, je suis dehors tout de suite quoi. Je me rendais bien compte que dans une maison j'étais pas bien. Ouais, ça le faisait pas quoi. Est-ce que toi, t'as déjà été faire du ski, enfin faire du ski de randonnée nordique, ou t'étais toujours avec ton traîneau et du coup t'avais pas besoin de ski pour progresser dans la neige? Alors moi le ski, j'ai eu que des mauvaises expériences, donc j'ai plutôt fait de la raquette. J'ai été mal débuté en ski et je sais pas, je sais pas, il y a peut-être une histoire de notion de vitesse que je maîtrise pas du tout le ski en fait. Je maîtrise pas le patin roulette, je maîtrise pas ces trucs-là du tout. Quand je suis allé au Canada, je suis revenu avec une paire de raquettes faites par les Indiens, tu vois par exemple. Le truc, j'ai essayé le ski de fond une époque, je trouvais ça vachement chouette, mais dès que ça descend un peu, c'est la panique et je me gaufre et ça me gonfle en fait. Et alors au Canada, tu y es resté longtemps? Au Canada, j'y suis resté bah, une semaine. Je découvrais. Moi, j'avais le Québec dans la tête depuis que j'étais gosse, évidemment, puisqu'il y avait de la neige et des montagnes. Et parce que mon père est d'origine haut-savoyarde et ma mère bretonne. Donc voilà pourquoi je suis vachement tiraillé entre les deux. Je rêvais, mais déjà adolescente, hein, j'avais des posters de Canada, des montagnes rocheuses, etc. dans ma piole. Je rêvais d'aller au Canada. Et quand il y a eu Internet, j'ai rencontré donc cette famille-là. Et d'abord, la femme est venue en France, parce que c'était elle qui était branchée pour venir en France. Je lui ai fait faire un tour en scooter, je me rappelle. Je l'ai emmené dans Paris, voir le château de Versailles, le château, blablabla, elle a tout vu. Et après, elle m'a dit, ben moi je t'invite là, et qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ben moi j'aimerais bien faire la pêche blanche, du chien de traîneau, et aller dormir dans ce qu'ils appellent un camp, c'est-à-dire une petite baraque au milieu des bois. Et donc j'ai eu le droit à tout ça, et c'était super, super cool. Et voilà, mais j'ai pu y rester qu'une semaine parce que bah on travaillait l'une et l'autre, hein, de toute façon. Et donc voilà, j'étais obligé de revenir. Mais j'y suis retourné après deux fois, et notamment une où pareil, je suis allé dans un camp. On a fait du feu dehors, enfin c'était vraiment sympa. Et c'est là aussi que j'ai pu faire aussi du skidoo, enfin de la motoneige, qui fait plein de bruit et qui pue. Ah ouais, là c'est pas pareil, c'est pas la même approche. Ah, c'est pas la même approche de la nature, hein, vraiment pas. Oui, par rapport au froid, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu me conseillerais là par rapport à ma future expédition? Quelque chose qui, toi, t'a beaucoup aidé à chaque fois que tu te retrouvais dans la neige, dans le froid, ou juste un détail de technique, je sais pas. Bah tu le sais, hein, on part pas dans le froid non équipé parce que c'est la mort, hein. C'est pas compliqué en fait, hein. Le froid, c'est la mort. Moi je l'ai vécu parce que j'ai eu un accident de montagne où j'ai perdu mon père et j'ai failli mourir avec 4,2 de tension. J'ai été bloqué dans des glaces. Donc tu vois, la neige, le froid, je connais très très bien. Et je suis resté 2h30 bloqué et ils m'ont sorti avec 4,2 de tension, fracture du bassin, enfin bref, je te passe les détails. Mon père est décédé sur le coup parce que comme c'était du sérac, de la grosse neige dure, glace en fait, lui il s'est fait écrabouiller les cervicales, donc il est mort sur le coup. Mais j'avais 13 ans et demi. Mais malgré tout, je n'ai jamais cessé d'aimer la neige et le froid. Et le froid, tout le monde le sait, mais il faut vraiment bien bien avoir ça en tête, hein. Le froid, ça vient du bas. Il vient pas d'ailleurs. En haut, tu vas avoir peut-être un peu froid, mais si tu veux dormir, il faut vraiment bien préparer entre guillemets ta litière. Si t'as pas un bon isolant en dessous, tu vas passer une nuit de merde, comme j'ai passé dans ma bâche. Manger chaud. Tu vois, quand je te vois avec tes lyophilisés, tu mets de l'eau chaude dedans, donc c'est du chaud. Boire une tisane, un chocolat, ce que tu veux, un café, n'importe, une soupe. Mais avoir quelque chose de chaud dans le corps, et si possible, faire du feu, alors soit dans un poêle à bois, soit en extérieur. D'abord, ça va te réchauffer d'une part, mais aussi le moral. C'est important d'avoir le moral qui va bien, sachant que tu es dans un univers quand même assez hostile. Oui, qui est rude. Enfin, celle qui te guette, c'est la mort. Elle t'attend là, hein. Elle te dit, toi, tu fais une erreur, paf, je t'aurai. Et c'est ça le challenge, en fait, quand tu vas dormir dans le froid, c'est de te dire, est-ce que j'ai bien tout prévu? Est-ce que j'ai bien de quoi faire du feu? Est-ce que j'ai bien quelque chose pour m'isoler, pour dormir? Est-ce que j'ai bien
une bouilloire, une casserole, ce que tu veux, n'importe quoi, pour me faire quelque chose de chaud. Parce que quand tu as passé, en plus toi tu randonnes, moi je suis pas une grande randonneuse, mais par contre j'adore le bivouac, tu vois, même si j'ai pas fait 3 km, je m'en fous, même si c'est à 500 mètres, ce que j'aime c'est l'ambiance du bivouac. Voilà, il faut vraiment que tu aies tout pour passer un bon bivouac, parce que quand toi tu as randonné en plus, tu es fatigué, forcément, ton corps il a porté ton sac, tes jambes elles ont porté ton corps et ton sac, tes chevilles elles sont fatiguées, il faut que tu puisses reposer ton corps, c'est hyper important. Et il faut que tu aies des bonnes conditions de dodo, tout simplement. Tu repars pas le lendemain sinon, ou tu repars mais t'es complètement cassé, t'es fatigué, du coup tu perds le moral. C'est là que tu fais des erreurs quand t'es fatigué après. Et les erreurs dans le froid, à zéro on s'en fout un peu, mais quand tu commences à descendre -5, -10, -15, là les erreurs elles peuvent être fatales. Hein. Tu peux tomber dans les pommes, rester dans un coin, la main dans la neige, tu perds tes doigts. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Même si tu perds pas la vie tout de suite. Et l'idée, c'est quand même de rentrer avec tous mes orteils et tous mes doigts. Ouais, l'idée c'est de rentrer en entier et d'avoir un super souvenir et de s'être fait vraiment plaisir dans cette nature sauvage et hostile, mais qu'on a réussi à apprivoiser quelques heures, quelques jours, tu vois. Et si tu te dégoûtes déjà dès le premier jour, tu vois, c'est tellement dommage. Il y a tellement de belles choses, les cristaux de neige dans le soleil couchant. Enfin, il y a des trucs, mais qui te remplissent l'âme, mais c'est un truc de dingue. Tu sais, c'est comme moi ici quand je regarde les grosses vagues qui s'écrasent sur les rochers, ça te remplit, ça te nourrit. Mais voilà, il faut être bien équipé. Ici en Bretagne, c'est le ciré jaune, par exemple. En montagne, il n'y a pas de. Faut être dans la rigueur tout le temps. C'est ça. Il faut être vigilant. Il faut te dire, je peux pas faire l'andouille parce que là, si je me pète une cheville, je peux rester crevé là. Hein. Enfin là, maintenant, on a heureusement les téléphones portables et tout. Mais à supposer que, tu sais, je pense toujours à une. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Tu étais jeune peut-être. La fille de Bernadette Lafont, Pauline Lafont. Est-ce que ça te parle cette histoire? La fille de Bernadette Lafont, donc Pauline, qui était jeune, qui avait, je sais pas, elle avait pas 25 ans. Elle est partie faire une rando dans le sud de la France, hein, pas dans un décor hostile. Hein. Elle est partie faire une rando toute seule, elle avait l'habitude. Elle a dû glisser, on ne sait pas exactement. Elle est tombée de 5 mètres de haut d'une petite falaise, quoi, mini falaise, hein, c'est pas très haut. Hein. Elle s'est pété la jambe. On l'a retrouvée là 2 mois après, elle était morte évidemment. Et elle est morte de quoi? Elle est morte de faim et de soif, t'imagines? Que dans le froid, c'est la même, tu te dis, enfin c'est pareil partout, mais dans le froid particulièrement, parce que ça va très vite. Ça va extrêmement vite. Moi, je sais même pas comment j'ai survécu 2 heures et demie sous la glace. Je sais même pas. Parce que j'étais jeune, sans doute, et déterminé, sans doute. Tu voulais vivre et que c'était pas ton heure, mais... Voilà, c'était pas mon heure, mais quand même, je suis ressorti. À l'heure actuelle, j'ai toujours une plaque sur mon tibia, une insensibilité, une brûlure par le froid, tu vois, j'ai toujours ça. Non, il faut pas jouer avec le froid, faut être bien préparé. Moi, je regarde beaucoup l'expérience des autres. Même maintenant, je regarde même les jeunes, ce que vous faites. Je me dis, tiens, eux, ils ont trouvé du matos qui est plus intéressant que quand moi j'ai commencé. Tu vois, par exemple, je vois tes lyophilisés. Je me dis, mais ça, c'est génial, parce que si tu pars un certain temps, l'objectif, c'est pas de se charger comme un mulet parce qu'on est fatigué. Et moi, je vais partir, si je veux faire un bivouac, je vais partir avec des patates. Des patates, ça pèse des kilos à côté de tes. Enfin, tu vois. Et moi, quand j'ai commencé à faire du bivouac dans la neige, les lyophilisés, on n'en parlait pas trop, quoi. C'était pour les gens qui faisaient de la haute montagne, tu vois. Moi tu sais, j'ai emmené des gens en bivouac, enfin pas en bivouac, oui, si, en bivouac, on va dire. À un moment, donc j'avais mes chiens et j'ai jamais travaillé mes chiens en traîneau, mais par contre, comme je suis animatrice à la base, je travaillais aussi avec des éducateurs. Et j'ai eu des jeunes qui étaient placés dans des foyers pour des problèmes familiaux, etc. Et donc ils sont venus passer quelques nuits avec moi dans un tipi, là, c'est dans un tipi avec poêle à bois et tout. Mais le poêle à bois, je leur disais, il va mourir cette nuit. Prenez vos bonnets, mettez vos bonnets. Oh non, vas-y, je dors pas avec un bonnet, c'est nul, machin. Je dis, ok, ne te couche pas avec ton bonnet si t'as peur d'être ridicule, mais je te demande de le prendre et de le mettre sous ton oreiller ou dans ton duvet. Ok, bon, il finissait par le faire, parce qu'il se disait, putain, elle a pas l'air de rigoler, la fille. Je vous dis que... Eh oui, et le matin, j'avais plein de petits schtroumpfs là devant moi, ils avaient tous mis leur bonnet, hein, tous. Et bien sûr, et je leur dis, vous savez, on perd, en tant qu'adulte en bonne santé, on perd 30% de chaleur par la tête. Les bébés et les personnes âgées perdent 50% par la tête. Donc, il ne faut pas négliger ce truc-là. Dès l'instant que tu as un truc sur ta tête, tu as une soupape de chaleur, en fait. Tu gardes ta chaleur. Si tu as trop chaud, tu l'enlèves un peu, tu te rafraîchis le crâne, mais tu le remets. Tant que tu as chaud à tes organes, ton corps, il réchauffera jusqu'au bout de tes doigts de pied. Quand tu n'as plus assez chaud dans les organes,
ton corps, il est très intelligent, il va chercher le sang qu'il y a dans les doigts de pied, il le ramène à l'intérieur pour te réchauffer. Et toi, tu dis, oh, il fait froid, j'ai froid aux mains. Et moi, quand je leur dis, bah, mets un pull, bah non, c'est aux mains que j'ai froid. Bah oui, je sais bien que c'est aux mains que tu as froid. Mais si tu as froid aux mains, c'est parce que ton corps, il est en train de faire autre chose avec ta chaleur. Il est en train de te chauffer ton corps pour sauver ta vie. Et il sait très bien que tes jambes et tes mains et tes bras, si tu les as plus, tu vas pas crever. Il est malin, il est malin le corps, il sait. Donc moi, ou va faire pipi, c'est ce que je dis aux gens. Bah, ah ouais, j'ai envie de faire pipi parce que j'ai froid. Non, tu as froid parce que tu as envie de faire pipi. Ouais, et ça, les gens, ils comprennent pas non plus. Et je leur dis, mais si, parce que qu'est-ce qu'il fait le corps? Bah, il chauffe, je sais pas, il va chauffer, je sais pas combien, mais il y a pas tout à fait 1 litre d'urine des fois. Et ben, le temps qu'il chauffe ça, il chauffe pas le reste. Donc va faire pipi, tu vas voir que déjà, ça va te réchauffer un peu. Mets un bonnet, ça va aller mieux, mets un pull et t'auras plus froid aux pieds. Il y a plein de petites choses comme ça. Mettre tes fringues dans ton duvet la nuit pour pas enfiler des fringues glacées le matin. C'est une horreur, ça, de se lever et puis de me dire oh là là, c'est froid. Les chaussures aussi. Les chaussures, mais oui, bien sûr. On n'arrive même pas, en fait c'est possible, on n'arrive même pas à les réenfiler. Ça m'est déjà arrivé que... Après, ça vient avec l'expérience. Après, tu sais, donc ça devient systématique. Mais moi, je dis, il faut regarder ce que font les autres. Comment font les autres? Comment faisaient les Inuits? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben oui, l'autochtone sait. Tu sais, quand je voyageais beaucoup en moto, j'avais une copine, j'ai retenu ça d'elle parce que je trouvais ça génial. Quand on était un peu perdu, un peu machin, un peu truc, elle me dit attends, elle me dit je vais voir l'autochtone. Et elle me dit l'autochtone sait. Il est du coin, il sait comment ça fonctionne, il sait ce qu'il faut faire. Voilà. Et elle avait raison, l'autochtone sait. Ça c'est une belle maxime. Une belle maxime, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est une belle maxime, mais c'est vrai, l'autochtone sait. Merci beaucoup Lou pour tout ton retour sur tes expériences dans le froid, tes aventures avec les chiens. Ça parlera à plein de gens et ça donnera plein de conseils, de petits tips pour mieux vivre le froid. Et puis moi je pars avec tes conseils et puis le conseil de ton ami là de demander aux autochtones si je les rencontre sur la route. Surtout si tu vas chez les Samis, ils vivent là-bas depuis tellement c'est ancestral leur savoir, faut prendre. C'est sûr, donc j'espère que j'aurai l'occasion de les rencontrer, on verra. Ben, je vais faire un conte parce que je sais pas si tu as vu sur ma chaîne, j'ai un personnage qui s'appelle la Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse, elle va raconter des histoires d'un bouquin que je te montre. Qui s'appelle Paroles des peuples racines. Il parle de tout ce qu'ils faisaient de façon ancestrale, justement. Et puis de qu'est-ce qui leur arrive maintenant qu'ils sont dans le modernisme, dans l'homme moderne, on va dire, avec des trucs, avec des tas de problèmes, des gens qui viennent s'installer chez eux, les Samis notamment. Et mon premier conte, justement, c'est pour ça que je te dis ça, mon premier conte, ça va être, je vais extraire l'histoire du bouquin pour en parler, mais en manière de conte, si tu veux. Et la Grande Prêtresse va parler des Samis, justement. Tu vois, on est bien branchés sur la même longueur. Hein. Et ça, c'est pour quand? De toute façon, ça va se faire avant que je parte de Bretagne, parce que j'ai envie de le conter ici, en fait. Raconter l'histoire ici. Toi, tu vas quand sur... Moi, je pars le 16 février. Ah ouais, bah peut-être que ce sera juste avant. Ben, je vais parler justement d'une femme qui est devenue parlementaire, voilà. La parlementaire des Samis. Mais je crois que... si, c'est en Finlande, justement. Le peuple Sami... Ils sont entre 85 000 et 135 000 personnes en Finlande, c'est ça. Et donc la fille s'appelle Inka Saara Artijef. Et donc cette fille, elle est parlementaire parce que la Finlande est le seul groupe autochtone mondial à avoir un vrai parlement et qui prend parti dans les COP, par exemple. Et c'est un super bouquin sur les misères qu'on leur fait, mais eux, ils nous en veulent même pas, c'est ça qui est extraordinaire. Ils veulent travailler plutôt la main dans la main avec nous pour qu'on avance ensemble. Et tu vois, ils nous en veulent même pas, ils sont gentils, hein, parce que dis donc, avec toutes les misères que l'homme blanc en fait au peuple autochtone, ouais, je les trouve vachement résilients, moi, quand même. Hein. Bon, tu trouveras ça sur ma chaîne YouTube, Turtle Pamplemousse. Je mets toutes les informations dans la description pour vous renvoyer à la super chaîne YouTube de Lou. Bah ouais, merci beaucoup. Et merci beaucoup à toi. Et à bientôt. Ouais, à bientôt.